Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous ce jour. Agora, c'est votre édition de réflexion, d'analyse, de débat, celle qui revient sur l'actualité pour apporter cet éclairage chrétien, l'éclairage qui est révélé par les Écritures, par la parole de Dieu, par la pensée renouvelée, parce que nous croyons que les chrétiens sont les mieux placés, les enfants de Dieu nés de nouveau réellement, sont les mieux placés pour lire l'actualité en vue de préparer le corps de Christ quant à la suite des choses, c'est-à-dire l'eschatologie, les événements à arriver, et afin de sensibiliser la société pour que nul ne l'ignore. Voilà, nous avons aujourd'hui l'impression que les sujets que nous avons abordés la semaine dernière reviennent encore, parce qu'il y a eu tellement d'actualités, tellement de choses de par le monde. Mais trois sujets nous intéressent encore, notamment la Gambie avec Yaya Jammeh. Ensuite, nous parlerons des Lions indomptables avec leur dernière réception par le chef de l'État. Et enfin, nous reviendrons sur la question anglophone. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous présentons notre panel de ce jour. Je vais commencer par Naoum. Bonjour Naoum. Bonjour Saint-Victor, bonjour à Maître Théophile, ça fait pas que je fasse un plat avec lui, c'est un plaisir. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de Camp de Vie aussi de Radio Vie Nouvelle. Ça fait un bon bout de temps que je suis passé par ici, donc je suis ravi de retrouver bien sûr un peu la maison, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un plaisir de vous avoir. Hein. Naoum est chantre de l'Éternel et il exerce sur les d'autres chaînes que vous connaissez en dehors de celle-ci. Et c'est un plaisir de l'avoir parmi nous, surtout parce que les questions pour Naoum de démontrer que il ne faut pas simplement être chantre pour être impliqué, n'est-ce pas, dans la vie de la cité, de la société. Au contraire, sa présence nous amène à réaliser qu'un chantre est avant tout quelqu'un sur qui on peut porter un regard et quelqu'un qui a un message à apporter. Merci encore pour la présence. Merci à toi. Bien, Maître Théophile, déjà annoncé, mais déjà dimanche dernier, nous étions ensemble. C'est un plaisir hein, d'être avec vous ce week-end. C'est un réel plaisir. Merci Victor de m'avoir invité. Bonjour à Naoum, bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs. Voilà, nous avons aujourd'hui beaucoup de choses hein, sur lesquelles nous allons revenir. On va revisiter l'actualité, mais on va tenir compte, n'est-ce pas, de ce qui a été dit et fait la fois dernière. Nous allons prendre déjà cette élection qui a eu lieu en Gambie. Nous en parlions encore la dernière fois. Nous parlions du président Yaya Jammeh qui avait fait un appel en direct lors d'une émission à la télé pour féliciter son adversaire qui était réputé vainqueur des élections qui sont déroulées en Gambie. Mais chose curieuse, il y a eu comme un revirement parce que le président Yaya Jammeh n'a pas manqué de dire avant, il y a cela 2-3 jours, que il a l'impression qu'on allait trop vite au niveau de la commission électorale et qu'il y a des votes qui ont été compilés. En d'autres termes, on a fait des erreurs dans les décomptes. Et du coup, on a comme l'impression qu'il veut retrouver son fauteuil. Oui, on va dire, c'est à la fois surprenant et pas vraiment surprenant parce que Yaya Jammeh a la réputation d'être un, un dictateur qui aime bien son pouvoir. Donc, le seul fait, de par les informations que j'ai des chaînes de télévision, le seul fait qu'il y ait quelques membres de la commission électorale qui ont dit que l'écart de voix, quelques milliers de voix, peut être dû à un mauvais comptage, a fait en sorte que Yaya Jammeh se réveille, ou alors cette partie de lui qui est très accrochée à son fauteuil se réveille pour dire que l'élection a été mal faite et qu'il y avait des erreurs dans le comptage. On est en train de tirer vers une crise parce que son adversaire qui a été appelé par le président sortant pour le féliciter ne peut pas ne pas revendiquer sa victoire, ce qui me semble logique. Bon, maintenant, qu'est-ce que va faire la commission électorale? Soit se réunir, ou alors une nouvelle commission électorale sera formée. Mais ça me semble difficile juridiquement, puisque pour former une nouvelle commission électorale, il faut soit réviser la loi qui la met en place, voilà, soit réviser le code électoral. Donc, ça me paraît un peu compliqué à ce stade. Voilà, Naoum, c'est un peu curieux, hein, parce que nous avons un chef d'État qui est réputé avoir gagné, qui est appelé, qui est félicité par son rival. Mais entre deux nuits, on a comme l'impression que beaucoup de choses se sont passées. Qu'est-ce qui peut bien se passer entre deux nuits? Est-ce qu'il y a ce soudain revirement? Est-ce que ce sont les... Parce qu'on a remarqué en Afrique, hein, parfois le chef d'État n'a pas forcément envie de rester au pouvoir. Ouais. Parfois il veut bien partir, mais il y a des réseaux, il y a des intérêts qui sont plus forts que lui et qui le contraignent à rester au pouvoir parce que s'il s'en va, on a comme l'impression que c'est tout ce système qui va s'écrouler. Et on sait très bien qu'il y a des prébendiers, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui tournent autour, qui se nourrissent, n'est-ce pas, du système et qui ont intérêt à ce que le système reste en place.
Oui, moi ce matin je suivais encore les médias et on parlait même qu'il demandait qu'il voulait une nouvelle élection. Voilà. Carrément, quoi. Donc il est arrivé à ce point, il veut une nouvelle élection. Maintenant, c'est un peu triste. C'est un peu triste pour l'Afrique une fois de plus, un peu triste pour la Gambie particulièrement. Au début, je l'ai quand même trouvé courageux d'accepter avec des unes. Voilà, maintenant, après, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas, il a changé d'avis. Mais aussi, il faut dire que c'est un poste présidentiel, qu'on ne peut pas décider sur subitement comment. Si je il y a quelques voies qui peuvent permettre de revoir la situation, parce que c'est quand même un poste présidentiel. On n'a pas l'intention de le laisser comme ça. Au départ, il a cru que sincèrement ça a été fait, il a perdu. Mais maintenant, il semble qu'il peut avoir notre situation. Maintenant, il veut que ça soit vérifié. Maintenant, est-ce que je vais dire, celui qui a gagné va être assez sport pour permettre à ce on ait encore au comptage, pourquoi pas aux réélections, nouvelles élections? Est-ce que le système va permettre, la Gambie est partie pour un moment difficile, vraiment que le Seigneur vienne en aide. Bien, nous avons ce témoignage de la Gambie, mais nous avons cet autre témoignage qui vient du Ghana aussi, parce que nous savons que les élections sont passées récemment et le président John Mahama était censé avoir, n'est-ce pas, perdu les élections jusqu'à ce que l'on se retrouve avec euh, ce contentieux. Il y a un contentieux suffisamment élaboré, suffisamment compliqué. Et nous avons, Maître Théophile, cette question, hein, savoir pourquoi faut-il toujours revenir au contentieux quand on parle des élections en Afrique? Nous avons quelques rares exemples, mais est-ce qu'à la fin, ce n'aurait pas été le contraire qui soit vrai? C'est-à-dire de savoir que l'on peut valablement perdre son poste et ne pas en souffrir et ne pas revenir là-dessus. On peut perdre son poste et puis en vie. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Il y a le fait que les présidents africains, ou alors certains présidents africains, sont encore dans une logique euh, de s'accrocher au pouvoir et de se dire que le, 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 le pouvoir est monarchique. En réalité, c'est aussi dû à notre conception de la démocratie qui n'est pas encore, enfin, qui est africanisée. J'aime souvent dire que nous, on est dans une démocratie tropicalisée. C'est-à-dire que le modèle démocratique développé par les Occidentaux et les Américains, tout ce que vous voulez, n'est pas un modèle qui est encore, enfin, c'est un modèle qui n'est pas encore totalement applicable. Il faut se le dire, malgré le fait qu'on essaye de l'appliquer d'une façon ou d'une autre dans notre chère Afrique. Il y a quand même des pays qui donnent un exemple de démocratie Oui. très avancée. Je vais parler du Ghana. Oui, mais je parlais justement du Ghana, parce Voilà. qu'avec le Ghana, on sait qu'il y a ce contentieux. Voilà. Le président John Mahama dit que lui, il pense que Nana Akufo, qui est supposé avoir gagné, ne l'aurait pas fait. Parce que l'un a pris la parole plus tôt pour dire, avec l'avancée des résultats, je pense que je suis gagnant. Et l'autre dit non, je suis encore au pouvoir et peut-être même il va rester. Bon, pour les, enfin, j'ai suivi les informations ce matin, peut-être que ça s'est passé après ce que moi j'ai suivi, mais le président sortant a pris la parole et a félicité finalement, oui, Oui. il a reconnu, Ok. il a Dans reconnu- l'espoir que ce ne sera pas comme il il a reconnu sa défaite parce que ce qu'il faut dire, c'est que les élections au Ghana, ce sont des élections à deux tours. Oui. Lorsque au premier tour, un candidat n'a pas eu la majorité, la totale majorité. Dans le cas présent, l'adversaire, son rival, l'opposant, a eu 54% des voix. Donc à partir de ce moment-là, l'élection s'arrête au premier tour. Il est compliqué à partir de ce moment-là de commencer à parler de contentieux alors que vous êtes battu dès le premier tour. Il aurait encore pu, je ne sais pas, s'il avait été un peu, je ne veux pas dire malin, mais un peu belliqueux, chercher à faire des problèmes pour qu'on les voit, qu'on est au second tour. Mais je pense que c'est un exemple de démocratie. Et il faut que beaucoup d'autres pays s'inspirent du Ghana. Moi, je pense au Ghana, c'est déjà joué, hein, plus que le président a reconnu. Moi, je suis souvent que les informations ce matin. Le Ghana passe en 15 ans 3 présidents. C'est un exemple démocratique comme le Sénégal. Nous pensons que l'Afrique doit pouvoir s'inspirer en fait d'autres pays. Mais moi, je vais quand même dire que cette affaire de démocratie que les Occidentaux ont apporté, même à la fin, ne maîtrise pas grand-chose dessus. On a vu qu'avec les États-Unis et ce que ça apporte, parce que Barack Obama disait qu'il fallait qu'on essaie un peu de voir ce système informatique, parce que
Pas qu'ils veulent, ils veulent le recomptage, bien une nouvelle élection, mais qu'on essaie de voir, apparemment il y a eu des défaillances sur le système informatique qui a pu favoriser Trump et pas Hillary, et Hillary qui demande le recomptage. Donc la démocratie, je pense que de là-bas comme ici, a des problèmes, et tout ça c'est lié au système. Donc vraiment que le Seigneur, parce que je ne peux pas donner comme ça un carton blanc, je vais dire à l'Occident parce que c'est trop bien là-bas, non. Nous disons que vraiment que le Seigneur aide l'Afrique dans ce système, dans ce projet démocratique pour que nous puissions avancer vraiment. Parce que même au Sénégal, après que ouais, des perdus, il y a des problèmes qui s'en sortent. Après, les gens acceptent difficilement les défaites et tout. Ça devient comme tu parles de monarchie. C'est des systèmes déjà établis. Personne ne veut quitter le poste. Sinon, je quitte mon enfance à soi. Sinon, ma famille. Bref, vraiment que le Seigneur de l'Afrique s'en sorti dans cette situation. Bien, nous croyons que le Seigneur va le faire parce que l'Afrique a son rôle, hein, nous le croyons. L'Afrique a carrément une destinée prophétique à l'égard de l'eschatologie, de la suite des choses, ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Et nous allons prendre ce deuxième point de cette actualité, notamment les selfies présidentielles. Nous avons reçu de manière très agréable, parce que c'était la première fois pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais c'était la première fois que nous voyons le chef de l'État recevoir les lions indomptables avec une telle décontraction. Vous avez à l'image la capitaine Mani qui s'est retrouvée en pleine posture agréable parce qu'elle était juste à côté du chef de l'État avec son téléphone en main en train de faire des selfies. Donc, ce n'est pas la première fois, Naoum. Qu'est-ce que ça vous envoie comme image? En un temps comme celui-ci, il faut bien ce genre d'image pour décontracter un peu l'opinion publique. Et moi, je suis toujours sceptique par rapport à ce genre de choses qui apparaissent quand le pays est apparemment en crise. Je vais dire ça comme ça. Donc, je prends ça simplement comme, voilà, il fallait mettre cette image. Du coup, si tu vois, ça crée pour nous une situation de conversation. Si elle n'est pas cette image, nous ne devions pas avoir cette... tout est bien organisé pour que nous puissions avoir une distraction qui est les selfies présidentielles et tout ça, quoi. Maintenant, après les selfies, nous n'en avons pas tellement besoin parce qu'il y a des choses, des actes à poser. Moi, je regarde ça, je dis qu'il a reçu son coup, de faire une diversion et c'est fait. Tout le monde en commande, chacun veut encore en parler, tous les médias, ça devient une actualité, ça devient quelque chose d'important. Or, ce n'est pas important. Donc, je dis, le président, il a reçu son coup et c'est fait. Donc, les selfies présidentielles, nous avons le chef d'État qui est entouré de lions. Nous avons été habitués hein, que la première dame nous agrémente de son image sur les réseaux sociaux, Maître Théophile. La première dame nous a habitués à son image sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est le chef de l'État. Oui, j'avais envie de dire qu'il y a beaucoup de ministres qui enviaient les lions. Parce qu'ils n'ont jamais été autant proches. Ils n'ont jamais été aussi proches du chef de l'État. Il y a des gens qui disent, enfin, des gens qui disent être proches du coup présidentiel, qui disent qu'il y a des ministres qui passent tout leur mandat sans vraiment s'approcher du président de la République. Oui. Bon, c'était agréable. Moi, je n'ai jamais vu mon président, d'ailleurs, depuis que je suis né, il est président. Donc, je ne l'ai jamais vu dans ce genre de posture. Oui. Ça m'a fait plaisir de le voir sourire, de le voir avec des gens. Il m'a donné l'impression d'être un homme comme moi. Ce n'est pas souvent le cas. Donc, c'était beau à voir. Mais bon, comme dit Naoum, c'est un moment grave que traverse notre pays. Oui, nous allons revenir sur le moment grave, voilà, hein, parce qu'on verra la gravité tout à l'heure. Voilà, mais, doctorant Eric, bonjour. Merci infiniment et toutes mes excuses pour ce léger retard. Oui. Qui n'est pas dû à ma volonté, bien évidemment. Nous l'avons compris. Nous parlons de ce selfie présidentiel. Est-ce que vous avez été aussi agréablement surpris que certains, comme le maître Théophile? En réalité, c'est des choses qui doivent aller d'elles-mêmes. Oui. Oui, c'est une institution. Une institution a des règles, a une manière de fonctionner. Oui. Vous avez le caractère événementiel qui justement a pour objectif d'humaniser un peu les relations institutionnelles, notre perception des institutions. Oui. Ce sont des hommes, ce ne sont que des hommes. Et bien évidemment, il faut souvent ce genre de situation, ce genre de cérémonie pour rappeler aux uns et aux autres que nous pouvons être proches d'eux. Et mon cher ami et maître, vous dit justement qu'il n'a jamais vu le président de la République. C'est une aberration, c'est une abomination. Vous voyez ailleurs, la population se sent proche. Et je puis vous dire que l'une des choses qui a, par exemple, entraîné l'échec d'Hillary Clinton, c'est que l'on estimait qu'elle était,
plus éloignés, plus reculés de la population que ceux dont elle portait l'étendard, le parti pour lequel elle portait l'étendard. Oui. Là-bas, par exemple, vous allez vous rendre compte que Bill Clinton, qui est son mari, est très proche de la population. Barack Obama, vous l'avez vu plusieurs fois avec des gens. Vous voyez Donald Trump en train de tweeter. Vous voyez? Donc, en principe, on ne devrait pas s'émouvoir lorsque l'on vous, pour une rarissime fois, nous avons notre président proche des uns et des autres, encore que ce sont des malheurs qui viennent de faire leur preuve. Est-ce que nous ne sommes pas en train de parler là de cette déification de la fonction présidentielle? Il s'agit bien de ça. On a comme l'impression qu'on a déifié le chef d'État Il s'agit bien au de point où on ne peut plus le voir comme un homme. Il s'agit bien de commun. ça. Ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'un poste parmi tant de postes. Oui. C'est un poste dans toute une carrière. Ça veut dire qu'en principe, par un coup de hasard, vous pourrez vous retrouver président de la République. Bon, Ah, de là, merci, j'accepte mais cette bien parole. évidemment, imaginez donc que vos amis, tous ceux qui vous ont côtoyé comme nous, se retrouvent dans une posture où vous voient sourire à la télé, elle devient une chose assez fantasmagorique. Ouais. Élevés, ils sont un peu rares ceux qui sont compliqués. Franchement, en termes de courtoisie, je vais dire ça comme ça. Parce que c'est facile qu'on te reçoit pour ceux qui sont proches, avec une culotte, avec des blagues comme ça. C'est arrivé, des gens qui dansent avec des autres, mais c'est pas toujours des trucs médiatisés, tu vois un peu. Ok. Maintenant, les gens font attention, sont médiatisés simples, est-ce que ce serait mal pris, tu vois. Ils souffrent même de ça, mais il faut qu'ils fassent comme ça pour essayer d'être soit dans le système. Ils ont dit, mais tu n'as pas le droit de faire ceci. Parfois, on n'a rien dit, mais ce qui ne sait pas si ce qu'il va faire va pouvoir changer la donne ou heurter une sensibilité. Mais ayant rapproché quand même certaines personnes élevées comme c'était ministre, j'ai vu des gens simples. Maintenant, il y a des personnes aussi qui attendaient que l'élévation puisse exister. Ce sont ces personnes-là que l'élévation constitue maintenant une chute pour eux. Parce qu'il y a des gens qui n'existent pas. Ils ont été jeunes, n'ont jamais existé. Ils ont été à l'école primaire, n'ont jamais existé. Ils ont été au lycée, n'ont jamais existé. Ils ont été au collège, n'ont jamais existé. Ils ont été n'ont jamais existé. Subitement, dans leur chemin, un jour, l'élévation apparaît et là, ils veulent exister. Là, alors, ça devient un problème pour telle personne. Et aussi, nous trouvons ces problèmes chez nous en Afrique parce que quand aussi des gens durent au pouvoir, ils finissent par devenir des dieux en ce moment-là. Mais quand il y a l'alternance, il y a l'esprit de simplicité aussi en même temps. Parce que quand je sais que je suis là pour 5 ans et que demain je peux ne pas être président, je veux être simple parce qu'après je dois vivre et les gens doivent être à côté de moi. Mais quand je suis là pour longtemps, du coup c'est moi qui crée les gens et c'est moi qui défais les gens et je suis un peu d'une manière quoi. Donc ça devient un peu triste. Vous employez un terme créateur, créature. Bon, on reviendra dessus. C'est le système, non? Doctorant Eric. Oui, justement, je vais faire le tour de table, sincèrement. Oui. Et il y a 4 points qui sont revenus, je vais laisser le 4e. Oui. Parce que vous parlez de la source biblique de la chose. Oui. Lui, il focalise sur l'élément administratif, c'est-à-dire la perception que l'on a de la fonction présidentielle. Il est revenu sur le 3e élément, notamment la simplicité qui peut exister au-delà de l'impression que l'on a. Oui. Le 4e élément, je vais vraiment le mettre de côté, c'est-à-dire les gens qui n'existaient pas et qui vraiment, parce que si on entre là, ça va devenir autre chose. Je reviens d'abord sur vous. Dans la Bible, justement, il y a 3 éléments qui ont caractérisé la chute des serviteurs de Dieu. Oui. Vous avez la femme qui a amené, Delilah qui a amené Samson vraiment dans l'ornière. Vous avez à côté l'argent. Pratiquement, Balaam a vendu pratiquement son âme pour des biens alors qu'il avait accès à Dieu. Oui. Et bien évidemment, vous avez le 3e élément qui est la gloire. Et là, on a l'exemple type qui est Saül, le roi Saül, qui justement pour des questions de gloire, parce qu'il ne voulait pas que l'on apprécie plus David que lui, quoique David soit loin de l'Éternel. Vous voyez, cet élément-là, c'est vraiment dans la création ou alors nos rapports même avec Dieu aujourd'hui. Vous voyez, c'est des choses qui sont récurrentes. Et c'est des gens, mais je dis même dans la Bible, ça existe. Ce sont des choses qui ont mis beaucoup de serviteurs à côté et qui persistent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un gros piège. Ce sont les 3 éléments généralement par lesquels Satan passe pour mettre à côté, pour détruire, je dis, des serviteurs qui avaient audience devant l'Éternel, des vrais serviteurs. Oui. Maintenant, le caractère, la perception que l'on a de cette administration, c'est une réalité, mais je dis c'est à tort. C'est à tort parce que ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Et bien évidemment, vous pouvez être président, demain ne peut être président.
un pays comme le Ghana, qui vraiment bat les records ici en Afrique, en termes de gouvernance. Oui, en termes d'alternance Oui, au oui. pouvoir. Vous avez des gens qui étaient là, qui laissent leur mandat, ils vivent dans le pays, ils n'ont pas besoin de s'exiler. Ils sont à l'intérieur, ils cohabitent avec les autres et ils ne perturbent personne. Vous n'avez nullement entendu dire que l'ancien président est revenu sur tel ou tel élément, il a été un frein pour... Ça n'existe pas. Donc c'est quand on est devenu mature en termes de politique, un peu ce que vous voyez se faire dans les sociétés occidentales, vous voyez un peu. Maintenant, il parle de ce qui pourrait être réellement, ce qui pourrait être la réalité au-delà de nos perceptions. C'est vrai. Croyez-moi, hein, la première chose d'un homme, d'un grand homme, c'est de pouvoir vous laisser l'impression à vous qu'être manifestement petit devant vous, devant lui, que c'est vous le grand. Quand vous prenez l'exemple même que nous avons, le modèle par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, vous voyez comment il a battu toute l'humanité. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, nous avons quand même les Juifs qui sont sous colonisation romaine et qui attendent qu'un libérateur, un Messie vienne les sortir de là. Vous avez les Romains qui veulent conquérir le monde. À côté, vous avez les Grecs qui sont là. Donc, plusieurs religions, mais chacun, un peu comme aujourd'hui, chacun avec une prétention, ou alors en train de soupirer pour un grand type qui viendrait les mettre au-dessus des autres. Mais quand Dieu regarde, il se dit, ce dont vous avez tous besoin, parce que ce sont nos désirs. Mais Dieu, lui, là, il a ciblé les besoins. Ce dont vous avez besoin, c'est d'humilité, vous tous. Alors, il vient être un agneau. Un agneau qui naît dans une crèche, un bébé qui pleure dans une crèche. Mais je vous dis que ces choses-là, pendant que Hérode était en train de tuer, s'il avait appris que le gars dont on parle, c'est un petit qui pleure dans une crèche, je vous dis, il n'y aurait pas eu le drame qu'il a orchestré. Il se serait dit que c'est une affaire ridicule. D'accord, nous prenons note de C'est là cela. que l'humanité a été battue. Vraiment. Très bien, nous prenons note de cela et nous passons à ce que nous considérons comme étant le sujet d'actualité. Et donc, les images du chef de l'État nous permettent de nous en servir comme un prétexte parce que pour d'aucuns, plutôt que de faire des selfies, il aurait été préférable pour le chef d'État de s'exprimer au sujet de la crise qui a lieu actuellement dans la zone du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des personnes qui ont commencé il y a quelques jours, n'est-ce pas, à réclamer qu'un document soit traduit du français pour l'anglais. Ce sont les avocats de la Common Law. Nous en avons longuement débattu la semaine dernière. Par la suite, il y a eu des réclamations qui se sont poursuivies au sein de l'enseignement parce que les instituteurs estimaient que la part belle était faite au français plutôt qu'à l'anglais dans la zone anglophone. Et enfin, les étudiants de UB, l'université de Boya, se sont plaints de ce qu'après avoir manqué les délais de paiement, il leur était imputé, quant à la pension, d'ajouter 10 000 francs de plus. Et comble de tout cela, il se trouve que ceux qui auraient bénéficié en majorité de la prime de l'excellence qui est décernée par le chef de l'État, notamment 50 000 francs, ils n'ont pas perçu cela. Donc tout cela a été comme les germes, n'est-ce pas, d'un malaise. Mais alors, par la suite, les événements ont connu une tournure, une accélération qui n'a pas été suivie, n'est-ce pas, par plusieurs, pour la simple raison que l'on se demandait bien comment est-ce qu'on peut partir d'une réclamation de traduction d'un texte, n'est-ce pas, à l'érection d'un nouveau drapeau et même d'une nouvelle carte administrative, parce qu'on a vu un drapeau, vous l'avez sous les images, vous l'avez, merci pour la technique qui n'a pas manqué de suivre, et ces images viennent tout droit des États-Unis, parce que nous nous demandons bien comment est-ce qu'un problème d'instituteur, avec notre panel, nous allons essayer de comprendre, comment est-ce qu'on peut partir d'un problème de traduction d'un document, ensuite d'assimilation d'un enseignement, ou bien de répartition, et enfin d'un problème, parce que je veux dire qu'à chaque fois, il y a eu une réponse de l'État. À chaque fois, parce que par exemple, maître Théophile, à UB, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour arranger la situation. Oh. Donc les étudiants, on leur a dit, ok, vous ne payez plus les 10 000 francs de plus. Et vous aurez et en plus, vos primes vont être payées à l'instant. Je crois que ça a été fait. Oui, ça a été fait. Donc, au sujet des avocats, je crois qu'il y a eu traduction du document. Exactement. Ensuite, parlant du problème posé par les enseignants, c'est un problème qui est un peu systémique parce qu'on ne va pas, après une réclamation, créer des écoles sur place ou bien... mais je pense quand même que le gouvernement a fait mieux parce qu'il y a eu une annonce de recrutement de 1000 instituteurs. Peut-être ce n'est pas
tout ce qui était voulu, mais c'est quand même un début de solution. Comment comprendre donc que l'on parte de ces éléments-là pour déboucher sur un drapeau, déboucher, n'est-ce pas, sur cette situation qui s'envenime, une situation de crise? C'est une question qui est vaste. Pour y répondre, il y a beaucoup d'éléments. On a commencé la semaine dernière. Oui. Ce que je vais dire, c'est que le problème est profond et les éléments de traduction et de système éducatif qui est assimilé sont des symptômes de la maladie. Je préfère le dire comme ça. Les symptômes de la maladie, pas pour tout le monde. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qu'on considère comme anglophones, ou alors les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, ne sont même pas tous d'accord sur ce qu'il faut demander et sur ce qu'il faut faire. Très bonne précision, parce que jusqu'à hier encore, j'avais une amie à Boya qui me faisait comprendre que Boya et Bamenda ne sont même pas en accord. Voilà. Parce que ceux de Bamenda s'estiment plus... anyway, allons-y Voilà, avec ce que vous disiez. Exactement. C'est-à-dire que dans ce qu'on considère comme anglophone, Oui. il y a une différence de pensée et de façon d'agir entre ceux du sud-ouest et ceux du nord-ouest. Quand même je discute avec eux par rapport, vous allez entendre deux points particuliers. Vous allez entendre fédéralisme, vous allez entendre sécessionnisme. Ils ne sont même pas d'abord d'accord sur ce qu'il faut faire entre eux. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est les symptômes, la traduction et le système éducatif, mais ce n'est pas des symptômes pour tout le monde. Oui. Il a toujours existé dans cette frange de la population camerounaise des gens qui estiment que le Southern Cameroun a été floué dans l'accord de Fumban, dans les accords de Fumban. Il y a toujours eu des gens qui ont estimé que l'union leur est défavorable parce que ils étaient une nation, quoique moi j'ai mon avis là-dessus, mais ils étaient une nation, et que l'alliage, le mariage avec le Cameroun, là, avec l'autre partie du Cameroun, leur a toujours été défavorable. Donc pour eux, la solution, c'était de se séparer. Il a précisé que la plupart des leaders du SCNC, c'est-à-dire que Southern Cameroon National quelque chose, c'est-à-dire que cette organisation qui a été formée au départ pacifique, qui a été formée pour promouvoir ces idées de sécessionnisme, la majorité, sinon tous les leaders du SNC sont des ressortissants du RDPC. Oui, il faut le dire. La plupart sont des ressortissants du RDPC, des gens qui ont participé avec Foncha et les autres au mariage. Donc, c'est-à-dire depuis l'UNC. Depuis l'UNC. Ils ont été dans le RDPC, un peu comme John Fundi qui est un ressortissant du RDPC. Tout à fait. Voilà. Donc, John Fundi, lui, crée son mouvement en 90 et c'est dans ces environs-là que John Foncha, qui est encore en vie, démissionne du RDPC parce qu'il estime être, un, lésé et que deux, les accords pour lesquels lui, il a bataillé n'ont pas été respectés. Donc, il y a des gens donc qui se souviennent de tout ça et qui profitent de ces revendications pour s'insérer dans les rangs. C'est de là que tout part. Donc, des gens se sont insérés dans le milieu des avocats, des gens se sont insérés dans le milieu des enseignants, oui, et ils ont donc utilisé toutes ces revendications, somme toute légitimes, pour entrer dans une sorte de revendication générale. C'est à partir de ce moment-là que vous avez entendu les gens parler de routes, d'hôpitaux, d'un certain nombre de choses, de repartition. Donc en réalité, ce qui est comme réclamation n'est en fait qu'un prétexte. C'est pas la réclamation qui est... Bon, oui, la réclamation des traductions, des systèmes éducatifs, voilà. Pour ceux qui ont commencé, c'était pas un prétexte, c'était ça. Je me souviens de la conférence que Maître Aben, qui est un avocat, a voulu organiser, parce qu'elle a été interdite finalement, a voulu organiser le 1er octobre à Aqua Palace pour justement demander à ce que les textes OADA soient traduits. Voyez-vous,
moi j'ai fait le droit anglo-saxon, c'est ce que j'ai étudié. Je vous assure que c'est très difficile de travailler quand vous êtes un avocat d'expression anglophone, de travailler avec les textes camerounais, notamment le texte Ouada, le texte Semak et tout ce que cela comporte. Parce que les traductions n'existent pas. Donc c'était légitime de demander que ces choses-là soient traduites. Et ce 1er octobre-là, sa conférence de presse, qui était une simple conférence de presse, a été interdite. Peut-être la date, 1er octobre, c'est une date... Oui, si vous voulez, dites que le 1er octobre, c'est une date assez particulière et que c'est provocateur d'organiser une conférence de presse ce jour-là. C'était un samedi de toutes les façons, si je me souviens bien. Oui. Donc, il n'y avait pas de raison d'interdire un truc qui est censé être pacifique. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ces revendications étaient légitimes et que la plupart de ceux qui ont commencé le mouvement, c'est-à-dire qui sont, parce qu'il y avait des jeunes avocats de ma génération aussi, qui étaient dans la rue, qui demandaient à ce que ces choses-là soient faites, la plupart de ces personnes étaient de bonne foi. Mais il y en avait à l'intérieur qui ont commencé à lancer ces petites choses-là, à provoquer les gendarmes et les policiers et tout ça, parce qu'on a aussi vu des vidéos où il y a des avocats qui, bien que n'ayant pas de pierre, commencent à provoquer les gendarmes, à faire des choses. Voilà, ces personnes-là sont des infiltrés, je préfère les appeler comme ça, et c'est donc eux, à la fois chez les avocats et chez les enseignants, qui lancent les hostilités de tout ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Doctorant Eric, nous avons tout à l'heure posé le décor qui ne fait l'homme d'aucun doute, parce que pour ceux qui suivent l'actualité dans les régions, l'on sait très bien qu'à Bamenda, il y a eu des morts suite à un meeting du RDPC. Et ceci posait même encore la question de l'utilité de ce meeting dans une période de crise et de tension. Est-ce que c'était pour apaiser les cœurs? Si oui, comment le faire à un moment comme ça, quand on sait que le parti au pouvoir, n'est-ce pas, ne jouissait pas forcément, surtout dans la région précise, dans cette région-là, je veux dire cette partie de la ville, ne jouissait pas d'une certaine, n'était pas vu d'un bon oeil. On rappelle tout de suite qu'à Bamenda, il y a un péage, celui de Santa, qui a été fermé et annulé pour la simple raison que les populations ont estimé que l'état des routes n'était pas bien fait. L'entretien des routes n'était pas bien fait, d'où le fait qu'il n'avait pas d'utilité d'avoir un péage à Santa. Et puis ils ont carrément détruit le péage. Donc quand on sait qu'on a affaire à des personnes qui ont un tempérament un peu belliqueux et qu'on sait qu'il y a du feu, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Peut-être le meeting a été encore une occasion, je ne sais pas. Je suis bien embarrassé de la manière avec laquelle vous me posez la question, parce qu'en réalité ça demande carrément un cours magistral de pratiquement une centaine d'heures. Le problème est très profond. Vous me balancez des choses très techniques là. Quand vous parlez du péage, moi je vais vous dire, je suis technicien du transport. Oui, c'est pourquoi j'ai pris le péage. Une fois justement sur ce plateau, je vous disais qu'il y a des sous-régions d'Afrique subsaharienne où justement l'administration des routes est autonome. Ça voudrait dire que chaque route en fait s'auto-administre. Je pense qu'il y a 2 mois, nous parlions de ça. Justement. Et donc, quand on récupère de la route au péage, l'argent au péage, c'est directement pour faire des réflexions sur cette route ou même d'autres investissements. C'est-à-dire on peut augmenter le standing de la route, faire des autoroutes, des échanges. Mettre même l'éclairage. Justement. Mais tout ça revient à une question simple, celle de l'administration des populations. Parce que c'est ça qui est la question. Les populations brûlent la route, brûlent le péage parce qu'ils estiment que l'argent qui est pris là-bas ne leur sert aucunement. Et quand on parle d'administration des routes, on est obligé de revenir avec mon confrère juriste dans les fondamentaux du droit public, notamment le droit constitutionnel, où on va vous dire qu'il existe plusieurs types d'États. Et l'élément central, c'est, ne perdez pas ça de vue, la gestion du pouvoir par les populations locales. Jusqu'où est-ce que ça leur a été attribué? Et là, bien évidemment, vous avez des grands regroupements, des grands types. Vous avez une gestion unitaire ou unitariste et vous avez une gestion d'État composé. Dans l'unitarisme, nous avons bien évidemment des éléments comme l'unitarisme centralisé. Et là, vous avez la concentration, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises au centre. Et alors, vous avez la déconcentration, où vous avez dans les périphéries des représentants du centre. Bien évidemment, c'est ça à quoi nous assistons ici au pays. Bien que l'on ait donné à la chose le nom
décentralisation qui est plutôt l'autre pendant de la gestion unitaire. Parce que dans la gestion unitaire, vous avez la gestion centralisée et la gestion décentralisée. Dans la gestion décentralisée, donc, il s'agit de donner le pouvoir à la population. Et donc, ce sont des représentants locaux qui vont administrer et donc gérer les problèmes qui se posent ou qui se situent au niveau local. Et bien évidemment, le premier élément formel de la décentralisation, c'est le régionalisme, dont on a parlé au Cameroun dans la Constitution, on en a parlé dans les débats politiques, mais dans la réalité, c'est pas ça. On se retrouve encore aujourd'hui à avoir des combats entre le maire de Douala 3e et la maire de Douala 3e élu local et la communauté urbaine de Douala, qui est plutôt représentant ou alors super maire représentant le pouvoir central à côté du gouverneur. C'est-à-dire ils ont véritablement deux épées de Damoclès sur leur tête. Vous voyez, quant à savoir qui percevra les impôts, marchés et tout le reste. Donc, l'autre élément, c'est-à-dire après le régionalisme, le véritable régionalisme, vous avez donc le fédéral, en fait les États composés. Il y en a encore plusieurs. Vous avez ce qui a précédé les États composés, les unions réelles, les unions personnelles, et vous avez à côté les États composés en eux-mêmes, avec la confédération des États, comme ce que nous avons eu dans les trucs en Suisse à un certain moment, la confédération helvétique, ou alors aux États-Unis même. Ils ont commencé par là avec les 13 colonies. Les États confédérés. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez l'élément le plus poussé qu'est le fédéralisme. Oui. Et bien évidemment, vous voyez qu'on a peur de mettre en place le régionalisme ici chez nous, c'est que très souvent, comme il s'agit d'enlever le pouvoir au centre pour le remettre à la périphérie, les gens craignent donc, certains craignent que cette périphérie ne jouisse pleinement de ce pouvoir au point de dériver, de devenir un fédéralisme. Oui. Le fédéralisme en lui-même, en réalité, ne poserait pas de problème. Mais c'est que l'on a encore peur que le fédéralisme finisse par dériver et devienne une revendication irrédentiste qui se nomme justement la sécession des États qui commencent à revendiquer leur souveraineté totale. C'est ça le problème ici chez nous. Des régions, pas des États, des régions qui... Oui. Mais maintenant, la chose c'est quoi? C'est que quand vous regardez les modèles de fédéralisme, encore que je voudrais vraiment faire la nuance entre ce que l'on dit et ce qui est. Parce qu'on a dit ici au Cameroun, il y a eu du fédéralisme, mais quand on regarde la substance des textes et le partage des attributions entre attributions générales du pouvoir de l'État fédéral et attribution de compétences ou délégués ou dérivés ou déceptions des États fédérés, on ne peut pas proprement parler d'un fédéralisme ici au pays. Et donc, pendant que ces gars attendaient une amélioration, on est plutôt allé en sens inverse. Et à chasser de la table des négociations des gens comme Diongo Fontaine et tout le reste. La vérité de la chose, c'est quoi? C'est que dans cette affaire de fédéralisme qu'ils revendiquent, en fait, si on avait simplement mis le régionalisme tel que pensé, c'est-à-dire que non plus simplement une revendication des gars de la zone anglo-saxonne, mais carrément quelque chose qui puisse profiter à toutes les composantes de l'État camerounais, en réalité, que ce soit les mémorandas dont on parlait dernièrement, on n'aurait jamais eu ça. Et les revendications pour des universités au nord et tout ce que vous voulez, ce ne serait jamais venu sur la table. Donc ça, c'est simplement l'expression d'un malaise des populations. Maintenant, la question, c'est comment gère-t-on cela? Et l'autre question parallèle que vous posez, c'est qui en réalité conduit. Bah ouais, c'est technique. Il y a forcément un sachant quelque part qui est en train d'organiser la chose. Ils ont déjà un drapeau, et je vous dis, ça peut dériver et aller très loin. Quand vous regardez le Sud-Soudan, ils ont commencé comme cela. C'était comme si c'était la blague. Ils demandent s'ils demandent, ça ne donne pas. Et puis finalement, ça prend une autre envergure. Quand vous avez des gars qui ont déjà pris l'arme, ça nous intéresse une balle passée. Il a résisté. Je vous dis, ce genre de personnes ne vient pas vous dire, ok, vous me donnez quoi en termes de fédéralisme? Non, il vous dit, je ne veux même plus vous voir. Ok, ce que vous dites est intéressant parce que justement, on a eu le drapeau que la technique a fait circuler tout à l'heure. Un drapeau déjà constitué, les régions, une province qui est déjà détachée et curieusement, tout vient de l'étranger.
Parce qu'il faut le dire, ces images viennent des États-Unis, viennent d'Angleterre, viennent de Belgique, mais pas du Cameroun. Donc quand on regarde même les drapeaux qui sont les copies de ce drapeau que vous avez à l'image, quand on regarde les copies de ce drapeau qui sont faites actuellement dans le pays, ce n'est même pas exactement la même chose. Mais on se demande, mais quelle est la main qui est derrière cette histoire? Quelle est la main? Parce qu'on sait que jusqu'à présent, il n'y avait pas, le malaise n'avait pas atteint une telle proportion. Et notre confrère, que j'aime bien parce que j'ai appris pendant que c'est ma première fois de le rencontrer, qu'il est justement de cette obédience linguistique. Anglo-saxonne, oui. Justement. Vous faites bien remarquer que quand il regarde, quand il consulte la liste de ceux mêmes qui tiennent les tenants de ce mouvement, il réalise que... Du mouvement chez les avocats. Il réalise... Ce que vous voyez là-bas en réalité est extensif. Ça s'étend chez eux tous. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que ce sont les anciens barons. Sincèrement, vous voyez mal un enfant, je vois mal un enfant se lever, prendre un caillou lancé et puis commencer à penser prendre un drapeau. Maintenant, il faut quelqu'un d'autre qui a les moyens financiers. C'est-à-dire que si jamais on dit on va plus loin, c'est ça leur souci. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Si les gars disent nous sommes prêts à aller plus loin que ça, ils ravitaillent, ils financent. Donc il faut des ramifications qui passent par des personnes bien constituées ici chez nous. Et c'est là le danger. Parce qu'entre-temps, vous avez une coïncidence d'événements comme Bouya. On vous dit bien que ce ne sont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes visions. Mais regardez bien le langage général. On dit manifestation des anglophones. C'est-à-dire que tous sont mis dans le même panier pour ramener sur la table un autre problème qui n'était peut-être pas le problème de départ. Et le drame avec ça, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, vous avez quand même le lion Boko Haram qui tourne. Donc, on est en train de créer un potentiel foyer de recrutement. Okay. Je vous dis, les choses peuvent dégénérer et atteindre des proportions insoupçonnées pour l'instant. D'accord. Bien, voilà. Nous avons cette crainte-là. Naoum, peut-être avant de prendre la parole, je veux dire qu'avec la technique, il y a un élément vidéo qui est prêt, qui présente l'avertissement donné par un homme de Dieu au sujet de ce qui se passe au Southern Cameroun. Je ne sais pas trop quelle est la place de l'Église, hein, mais nous allons aborder cela tout de suite. Nous allons parler de l'Église parce que c'est assez demandé. Que font les pasteurs? Nous avons les pasteurs, les apôtres, ils sont nombreux au Cameroun, hein, plusieurs titres aujourd'hui, hein, homme de Dieu, bishop, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre apport? Parce que voilà un homme qui n'a pas eu froid aux yeux, il est allé devant les écrans et il a pris position. Tout à l'heure, nous allons prendre le point du cardinal Christian Toumi. Mais avant ça, prenons cet élément vidéo avec le concours de la technique. I'm in Nigeria, but I want to talk to Cameroonian. Je vais parler au Camerounais. There has never been Il n'y a jamais any achievement aucune réalisation that has been gotten through violence. qui s'est passé dans la violence. When the devil wants to destroy innocent life, Quand le diable veut détruire les vies he innocentes, makes people agitate il agit des gens for separation. pour la séparation. And when they begin to agitate to be Et separated, quand ils sont agités pour la séparation, at that period, à cette période, lives have been taken. les vies sont ôtées. Any freedom you want Toute liberté que vous voulez, through the shedding of blood au travers le sang, is not worth it. vous n'aurez pas. Southern Cameroonians, Ceux qui sont dessus du Cameroun, there is something you should know. devraient comprendre quelque chose. There is always an achievement done through dialogue. Les réalisations sont faites par le dialogue. And Et when the devil wants to take life, it makes people think there's something they are fighting for. quand le diable veut ôter les vies, il les fait penser qu'ils The combattent pour eux. francophones want their own. Les francophones veulent pour eux. The other sets want their own. L'autre côté veut And leur at part. the end of the day, it's the innocent that will suffer. En fin de jour, c'est les innocents qui souffrent. I'm saying this now because in the afternoon I was praying, I saw all the government establishments in Cameroon going on strike. All. Je vois tout. Bankers, teachers, lawyers, students, all. Pour le moment, aller en grève. Tout le I saw monde. all. Je When les ai I'm tous. saying all, I'm not saying a few. I saw all. Je les vois tous en grève. I saw emergency holiday. Une urgence, une vacance. I saw une urgence. emergency. People were just doing what they like. Office shut, businesses shut, everything shut. C'est ce qu'ils voulaient. It's not the best. C'est pas le meilleur. Don't join them. Don't join them to take life. Ne vous joignez pas à eux pour ôter les vies. I don't know what the struggle is about, Je ne sais pas ce qui ne va pas. and I don't want to know.
Je ne veux même pas connaître. If I want to know, I have pastors in Cameroon, I can call them Si vous to connaissez, brief me. appelez But le if they pasteur. brief me, I will become biased in my prayer. Et s'ils me disent un ce que pas, Are you following me? appelez So I don't want to be biased. My pastors are here, none of them, I'm not aware. le pasteur. But that's what I saw. Everybody going on strike. J'en ai This un strike, that strike, that strike. Lawyers strike. des avocats, des Lawyers. magistrats, des juges, You know lawyers, courts. ceux qui sont en Courts strike. en grève. See people strike. Voir les gens, Banks les shut banquiers, down. fermer les banques, Everything fermer, shut down. tous fermer. Peace. La paix, Peace. la paix, Peace. la paix. Lord, anyone that wants to cause problem in that country, give them another Toute assignment. personne qui cause le fond dans ce pays, dans Jesus notre mission, name. au nom de Jésus. Bien, vous avez peut-être reconnu, c'est l'apôtre Johnson Suleiman du Nigeria. Pardonnez-nous, hein, si nous avions eu des images camerounaises, nous l'aurions fait. Vous savez que nous privilégions, n'est-ce pas, l'intelligentsia camerounaise, parce que nous croyons à la destinée prophétique de cette nation. Mais si vous avez un élément qui nous intéresserait, vous avez le numéro de téléphone 678 84 25 85, parce que l'apôtre Johnson Suleiman a fait une déclaration, vous avez vu les vidéos, en plein service, pour dire qu'il voit quelque chose sur le Cameroun. Je n'étais pas avec lui, mais il a dit clairement, je répète juste ce qu'il a dit, il a dit qu'il a vu, non pas selon le rapport qui lui a été fait par des pasteurs, il n'en a pas besoin, mais le Seigneur le lui a montré, le Seigneur lui a dit de faire cette déclaration afin d'appeler tous ceux qui se réclament du Southern Cameroun à aller vers le dialogue, plutôt qu'à écouter ceux-là qui tapis dans les ténèbres, veulent verser du sang et manipuler. Donc voilà son point de vue, et il a prié pour la paix. D'où le prétexte de cette intervention pour parler du rôle des hommes de Dieu, de l'Église, à l'égard, n'est-ce pas, d'un moment comme celui-ci en temps de crise. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour promouvoir la paix? Est-ce qu'il suffit de s'asseoir dans les chaires, dans les églises, dans les, je veux dire, dans les quatre murs, faire des prières, ou est-ce qu'il y a des actions qui puissent être posées en vue de garantir cette paix? Donc nous sommes à Douala, pour vous qui nous écoutez aussi loin que vous soyez, nous sommes à Douala, mais quelqu'un a dit que lorsqu'il y a le feu chez le voisin, rassurez-vous, ça peut arriver chez vous demain. Donc, parce qu'on a comme l'impression qu'on se sent un peu à sécurité, parce qu'on est loin, on est peut-être à Yaoundé, peut-être on est à Ibolova ou encore à Bafan, et puis on ne se sent pas très concerné, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Le malheur peut arriver sous une autre forme. Parce que comme l'a dit tout à l'heure doctorant Eric, nous parlions de cela au sujet de Boko Haram en disant que ça s'est produit à l'extrême nord. Mais chose curieuse, nous sommes déjà à Bamenda qui n'est pas très loin, Limbe qui n'est plus très loin et ainsi de suite. Ça vient de partout. On ne sait pas. Hein, ça nous permet de comprendre qu'il y a vraiment une déstabilisation organisée contre le Cameroun qui n'a pas forcément le même dénominateur commun, je veux dire la même personne derrière. Mais au-delà de cette trouble, que ce soit Boko Haram, que ce soit le problème, la question anglophone qui n'est pas bien résolue, nous pensons qu'il y a lieu de s'interroger sur la paix de cette nation et peut-être même de réfléchir sur les fondements même de l'Église de cette nation, quant à savoir quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que peut-être même le système même qui dirige cette nation, peut-être y a-t-il lieu de s'interroger. Nous avons suivi, hein, pour vous qui êtes assez connectés dans les réseaux sociaux et même sur les médias, nous avons suivi Paul-Éric Kingay qui vient de sortir de prison et qui a martelé de manière ferme le fait que cette nation a besoin de repartir sur un fondement nouveau. Nous voulons revenir avec vous sur ces points. Je vais commencer avec vous, Naoum. Tout à l'heure, vous vouliez prendre la parole et nous voulons revenir donc sur ces éléments qui viennent d'être évoqués. Intéressant pour le prophète Johnson Suleiman par rapport à ce que j'ai vu, je n'avais pas encore vu la vidéo, mais je voulais revenir sur le problème. C'est vrai, on essaie de parler juridiquement et tout ce que ça peut apporter. Moi, je dis qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème anglophone, francophone au Cameroun. Donc nous avons parlé de questions, voilà, pas de problème. Il y a même pas. Moi, je pense que ce n'est pas un problème sérieux. Je pense qu'il y a de la lâcheté. Je vais prendre ça comme ça. Parce que le docteur Henri parlait du Sud-Soudan qui avait fait. Personne ne se présente pour revendiquer une chose précise par rapport à ce qu'ils sont en train de demander par derrière. Personne, il n'y a pas d'élite qui va se dire que nous voulons la séparation qui s'est présentée. Et venant sur cette manifestation des enseignants et des avocats, avant, j'étais avec un avocat avec qui j'ai parlé de ça. Il me dit, mais
personne n'a demandé d'autorisation de manifestation pour commencer. Ça a commencé par là. Ils n'ont pas demandé d'autorisation de manifestation avant qu'on a refusé, avant qu'ils ont fait un forcing. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire un petit désordre, peut-être parce qu'ils sont animés, comme disait Maître Théophile, par des personnes qui sont infiltrées. Moi, je vais seulement dire que c'est un mauvais vent pour le Cameroun et je suis convaincu que ça va passer parce qu'il y a des ressortissants de Bamenda à Douala et qui sont en paix à Douala jusqu'à présent et qui ne sont pas rentrés à Bamenda pour aller revendiquer quelque chose de précis. Tant que je ne vois pas cette convergence, il n'y a pas un exode de tout le monde veut rentrer à Bamenda pour défendre finalement l'opposition, ce qu'on veut. Les gens sont à Douala, sont en train ils déplorent ce qui est en train de se passer parce que des innocents sont en train de mourir de ce côté-là, je dis, mais ils sont en train d'identifier au Cameroun. Donc je ne pense pas ça comme... Et puis il n'y a pas de personnes sérieuses qui se lèvent pour revendiquer quelque chose. C'est des enfants qui sont dans la rue, qu'on a envoyés pour, comme disait, moi je dis que c'est un problème. Le Cameroun est attaqué depuis un moment de temps par l'extérieur et tout ce qu'on connaît avec Boko Haram et tout ce qui est arrivé, les trains et consorts. C'est ce vent qui continue. L'ennemi cherche où est-ce qu'il peut entrer pour créer un véritable trouble, mais je pense qu'il n'y a pas encore de faille. Je ne vais pas tenir compte des problèmes juridiques de la région, de la décentralisation, parce que j'avais dit ici avec les mémoras, c'est ça, les mémorandums qui avaient tombé de partout, que s'il fallait que chacun revendique quelque chose dans ce pays-ci, même pour aller chez moi, pas les routes. Non, mais s'il faut commencer, non, je ne vais pas tenir. S'il faut commencer à revendiquer, chacun doit revendiquer sincèrement quelque chose. C'est tout le Cameroun qui va se lever contre qui alors finalement? Mais est-ce à dire, même ceux qui sont au sud, ce que vous dites est très pertinent. Même ceux qui sont au sud, Centre Naoum, parce que vous dites, mais dans ce cas, si tout le monde devait se plaindre, mais voulez-vous nous dire que depuis la création de l'État, rien n'a été fait si tout le monde doit se plaindre? Non, c'est pas que depuis la création de l'État, rien n'a été fait. C'est vrai qu'on pouvait faire plus. On pouvait faire plus, c'est clair. Il y a assez d'argent pour faire plus. Nous sommes tous conscients qu'il y a une mauvaise gestion dans notre pays. Ce n'est pas une information que je sais pas, c'est pas une excuse que je dis aujourd'hui. Il y a une mauvaise gestion des ressources dans notre pays. On pouvait faire plus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Même au sud, où le président est ressortissant, il y a des problèmes de route toujours là, même au sud. Donc il n'y a pas un endroit où quelqu'un m'a dit qu'il a toute la paix, il a l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation. Eux, au moins, s'ils ont peut-être certaines écoles, mais pas assez, mais il en manque carrément le minimum en termes d'éducation. Donc, ce n'est pas des raisons, c'est pas sur ça que je vais me fonder. Tout à l'heure, le maître a dit quelque chose qui est considérable par rapport à la traduction des textes, oui. Ce qui est normal et ce qui a été fait, donc ça doit se poser régler le problème. Maintenant, il y a des lâches qui vont s'introduire. Moi, je pense que la chose va s'arranger. Je pense que ça va s'arranger. Il y a des personnes derrière qui avaient déjà conçu quelque chose, mais qui ne va pas réussir parce que j'ai vu des drapeaux, j'ai vu des passeports qu'ils ont émis, j'ai vu l'hymne même qu'ils ont sorti, tout ça. Ça veut dire que depuis, il y a des personnes au fond qui avaient vu les choses, ils ont entendu une opportunité pour essayer d'avancer la chose, mais tant qu'elles-mêmes ne se présentent pas et manipulent les jeunes, ces jeunes, d'une manière comme une autre, je pense qu'ils vont se calmer. D'accord. Nous prenons cette réaction. C'est un plaisir d'avoir Rodrigue depuis l'Allemagne qui nous écrit et il dit que le sujet du jour est très délicat. C'est vraiment délicat, Rodrigue. Mais il faut bien qu'on en parle et surtout qu'on évite d'avoir des jugements partiaux qui pourraient prêter à confusion et verser dans l'amalgame. C'est ce que nous ne voulons pas faire, justement. Ce qui se passe à Bamenda, dit-il, et compagnie, est l'arbre qui cache la forêt du malaise des Camerounais. Car comment comprendre qu'un gouvernement reste cloîtré sur le même trône depuis 34 ans? Bon, Rodrigue. Et ceci sans se soucier de son peuple. Moi, je pense que Bamenda est le signe avant-coureur de ce malaise profond et de ce qui s'y passe. Est-ce que ce que veulent la plupart des Camerounais est ce que veulent la plupart des Camerounais, mais par peur de représailles, ils se taisent et ils subissent? Ok, d'accord. Nous avons reçu. Merci pour ce point de vue, Rodrigue. Vous pouvez appeler. Vous avez le numéro qui passe... 678 84 25 45. À défaut, vous avez tout autre moyen de support. Vous pouvez écrire sur notre page WhatsApp qui est aussi disponible. Bien, doctorant Eric, nous parlions de ce problème qui semble être un problème systémique à la fin. Parce que si on écoute ce que Naoum dit, peut-être il n'a pas dit tout ce qu'il voulait dire. Parce qu'avec le direct, nous avons l'obligation de passer la parole aux uns et aux autres. Mais il se trouve qu'il y aurait un problème systémique. Parce que si tout le monde devrait se plaindre, alors ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Le problème, il est de fond. Pendant que vous le dites, Rodrigue vous écrit pour vous dire, mais attendez, il s'agit justement d'un malaise dans le cœur des Camerounais et ils n'ont simplement pas les moyens de l'exprimer.
En réalité, Rodrigue pose le problème des voix d'expression du peuple. Et c'est là qu'il y a problème. Vous savez, quand vous finissez, quand vous étouffez trop des choses qui sont perçues comme légitimes par les gens, vous risquez justement de vous retrouver dans l'utilisation de ce que nous appelons souvent des subterfuges. C'est-à-dire des canaux d'évacuation qui ne sont pas les canaux conventionnels. Normalement, quand un peuple a des revendications, ce qu'il fait, c'est qu'au travers des mécanismes bien élaborés, il présente cela sur la table des débats. Maintenant, si le peuple ne retrouve pas cela, on peut se retrouver dans tout. Tout peut arriver. Permettez-moi, Saint-Victor, parce qu'il y a une chose, hein. Oui. Il ne faut pas que le peuple camerounais ne peut pas en vouloir au système qui est mis en place. Il y a une manière de pouvoir sanctionner le système, c'est les urnes. Hein. Preuve, à Bamenda, il y avait une volonté de meeting, il y avait des gens qui étaient prêts à aller au meeting, si ces jeunes n'étaient pas descendus. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas forcément l'État, c'est nous-mêmes notre propre hypocrisie. Parce qu'après maintenant, si on dit aujourd'hui qu'il y a élection présidentielle, c'est le même système qu'on va encore faire confiance et qu'on va encore mettre au pouvoir. Si on dit qu'il y a élection législative et tout ça, c'est le même système qu'on va encore mettre au pouvoir. Je pense qu'il faut prendre position pour le peuple et non pas forcément accuser l'autorité en face. Parce que les élections sont assez pour nous permettre d'avancer ou de nous maintenir dans un système. Donc vous voulez dire qu'en réalité, s'il y a une réclamation, elle n'a qu'à employer les moyens réglementaires. Quand les moyens arrivent, on va le même. Parce que même si on dit quoi demain que le RDP c'est truc et tout ça, mais ils ont les partisans partout, sont prêts à se mobiliser, même contre les villes. On a vu la preuve. Les gens étaient prêts à aller un meeting du RDPC. On ne peut pas forcément dire que... Permettez-moi d'aller... D'aucuns ont dit que c'était des vandales. Hein. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma pensée que vous avez écoutée. J'allais justement dire qu'il faut être factuel. Vous savez, il ne faut pas être idéaliste. C'est que pendant que vous êtes en train de pérorer sur le fait de savoir... Vous n'allez pas dire qu'on pérore. Pendant que vous êtes en train d'épiloguer, peut-être encore épiloguer, parce que pérorer, c'est assez pendant que vous êtes en train de méditer sur le fait, sur le point de savoir si... Rodrigue a écrit, Rodrigue dit que le centre se trompe parce que le vote au Cameroun est tronqué. Je vais revenir. J'allais dire que pendant que vous êtes en train d'avancer toutes ces choses-là, sur le caractère illégitime de cette... Des gens sont en train de ramasser des balles là actuellement, pendant que nous parlons ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imaginaire, ça peut être votre petit frère, ça peut être votre épouse, ça peut être n'importe qui. Un parent, un cousin. En train de prendre une balle sans pour autant être un voleur. C'est ça le problème, que ce soit avec Bamenda, que ce soit avec Boya Consort. Et peut-être c'est ça que nous n'avons pas en face de nous, en réalité, des braqueurs ou bien des... Nous avons en face de nous des personnes qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvées embarquées dans quelque chose qui les ramène sous forme de cadavre. Et je dis, ça peut... Si quelqu'un prend une balle, attends, si vous voulez faire une manifestation, n'allez pas casser les boutiques des gens, n'allez pas... Mais c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Je vais parler sous le contrôle de mon confrère juriste. Dans le code pénal, dans le code pénal camerounais, les infractions réalisées de manière individuelle sont différemment sanctionnées lorsqu'elles sont réalisées de manière collective, soit en aggravation, soit en diminution, selon la nature de cette infraction. Pourquoi? Parce que l'élément collectif ne peut pas être ignoré dans la réalisation d'un fait. N'oubliez jamais l'effet de masse. Et je vous dis, si vous êtes politicien, quand vous avez posé la question de l'opportunité des marches du RDPC, c'est de ça que j'allais justement parler. Pour vous dire qu'en fait, c'est même la démonstration, vous comprenez, de la vacuité, ou pour dire simple, du vide intellectuel de ceux-là qui sont censés être les promoteurs de la chose politique aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas que la situation n'est pas opportune, n'est pas adéquate ou idoine à une marche, et qu'après votre passage, on se retrouve à aligner des morts, et je répète, qui ne sont pas des bandits. D'accord, prenons le maître. Vraiment, j'ai deux choses à dire.
je veux dire, deux idées à développer. La première, c'est que je voudrais m'adresser aux autorités. Les autorités, aussi bien administratives que religieuses. Je parle de l'Église, aussi bien de l'Église 4 murs que de l'Église de Christ. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire à toutes les autorités, arrêtez d'être méprisantes et lâches. Arrêtez. Maître, c'est grave ce que vous dites. Hein. Arrêtez d'être méprisante et lâche. Autorité administrative, politique et religieuse, j'inclus. Oui. Et quand je dis ça, je mets même le corps de Christ dedans. Oui. Arrêtez d'être méprisant et lâche. Parce que les personnes qui descendent dans la rue fréquentent vos églises, fréquentent vos maisons, vont chez vous, viennent parfois vous consulter pour quelque problème que ce soit. Vous avez l'autorité pour leur demander de rester chez eux. Vous ne faites rien. On parlait tout à l'heure de l'église au Cameroun qui se prononce pas là-dessus. C'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai pas entendu un de ceux qui font souvent beaucoup de bruit ici se prononcer sur cette question. J'ai même entendu, ça tombe bien, ça me rappelle qu'on a parlé avec un pasteur récemment, samedi passé, le pasteur qui a appelé. Oui, pasteur Justice Congo. Voilà. Celui-là, au moins, j'ai entendu son opinion. Mais il a une opinion très grave. C'est-à-dire que lui, il estime que, en fait, les velléités humaines ont tombé tous les acquis spirituels. Je vais le dire ainsi. Arrêtez d'être lâche. Prononcez-vous et demandez aux enfants de ne pas aller dans la rue. Parce que à chaque fois que vous avez une revendication, là je vais embrayer sur le système politique. À chaque fois que vous avez une revendication et que vous avez en face de vous des hommes formés pour tuer, vous allez toujours perdre. Il faut bien le savoir. Donc à chaque fois que vous décidez, parce que vous avez des revendications somme toute légitimes, d'aller dans la rue et que vous avez quelqu'un devant vous qui a une arme, parce que vous voulez jouer au héros, je préfère vous dire que mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. C'est clair. Il faut le savoir. C'est ce que j'étais dit. La deuxième chose, c'est que... Mais maître, il y a des gens pour qui leur vie n'a plus de sens. Le quand Seigneur ils sont... Jésus a Oui, quand ils sont portés par une valeur. Même si je ne la demande pas d'aller se faire tirer je suis porté par Si je des meurs, je valeurs dois que je défendre ma défends. valeur. Oui. C'est clair. Je suis prêt à me battre pour ce pays bec et ongle. Je le dis partout. Dans mon blog, je l'écris partout. Et ça se voit même dans Voilà, vos écrits. voilà, Parce que exactement. je vous suis quand même. Ah ok, merci. Oui. Donc, je ne peux pas me permettre de voir mon pays tomber en déliquescence. Mais, j'ai une façon d'agir qui m'interdit, moi, en tant que citoyen, en tant qu'avocat, de descendre dans la rue. Je le dis. Et surtout lorsque j'ai en face de moi des gens qui ne sont même pas censés réfléchir comme moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne le système politique et le dialogue, je voudrais dire à Naoum que notre pays, en ce qui concerne un petit aspect de l'organisation des élections, est à la dérive. Nous sommes, comment je vais dire ça? Nous sommes englués dans un système qui ne peut pas donner, qui ne peut pas accoucher d'un enfant sain, reconnu par tout le monde comme étant un enfant sain. Vous avez, par exemple, un petit exemple, une commission électorale chez nous, qui est censée être une commission indépendante, mais qui est composée à 99,9% des des membres du parti politique au pouvoir. Je suis candidat à cette élection, d'office cette élection est biaisée. Elle est biaisée parce que la commission électorale qui est censée diriger les élections est composée de personnes qui sont mes adversaires, anciennement adversaires, et qui n'étaient pas des adversaires périphériques, des membres du comité central du RDPC. Et qui ont été nommés, il faut le dire. Et qui ont été nommés. Je suis désolé, c'est une entorse, c'est une épine, c'est une aiguille dans notre pied. Vous avez un code électoral qui est truffé de petites choses, je ne vais pas tout déballer ici, qui est truffé de choses qui sont aberrantes. Vous avez un système d'élection, on parlait de biométrie, de votre système biométrique et tout ça. Le système de comptage des voix, par exemple. On compte les voix comment au Cameroun? On les compte comment?
dans une que l'on sort dans un endroit qui est mal éclairé avec les torches. C'est ça notre système politique camerounais. Comment est-ce que vous allez faire... Système électoral. Système électoral, pardon. Comment est-ce que vous allez faire pour me garantir à moi, si je veux me présenter à une élection, pour me garantir à moi que cette élection-là est transparente. Vous avez en face un parti politique qui utilise les moyens de l'État. Il n'y a même pas photo. Même si... Prenons cet appel. Hein. Allô, bonjour. Bon, l'appelant est parti. Revenez quand vous le pouvez. Hein. Même si vous avez tout le courage du monde, toute comment je veux dire, toute la volonté du monde, vous avez en face de vous des gens qui utilisent les moyens de l'État. Lorsqu'il y a une élection au Cameroun, vous ne trouvez plus aucun sous-préfet chez lui, dans son unité. Vous ne trouvez plus des gens qui sont censés vous servir parce qu'ils sont en train de battre campagne pour leur champion, leur candidat naturel. Non, ce que je veux dire, c'est que les moyens de dialogue sont biaisés. Je suis de ceux qui appellent toujours les gens à aller aux urnes. Mais j'estime qu'il y a quelque chose à refonder en ce qui concerne notre système électoral. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les canaux de dialogue ne sont pas seulement les élections. Dans des pays sérieux, il y a des canaux, bon, pays sérieux, c'est une façon de parler, il y a des canaux de dialogue, oui, des canaux sociologiques qui sont mis en place pour permettre aux personnes de dialoguer. Il y a des médiateurs institutionnels, c'est des institutions. On passe même parfois. Prenons cet appel, voir. Allô, bonjour. Oui, allô, je voudrais passer à la émission, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Oui, bonjour, Rodrigue. Ok, bonjour, Rodrigue, bonjour. Je suis Rodrigue Victor. Oui, bonjour, Rodrigue. Oui, bonjour, Rodrigue. Oui, et je voudrais intervenir à l'émission. Et puis, déjà, je voudrais dire à tous les invités d'être venus à l'émission. Et c'est tout un honneur de participer à cette émission. Merci, Rodrigue. Si tu peux baisser le volume de ton récepteur, la télé ou bien le récepteur avec lequel tu nous as, et tu nous écoutes avec ton combiné, ce sera plus facile. Un moment. C'est bon? Oui, ça peut aller. Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, d'accord. Je voulais dire aux chantres et aux autres invités que le Cameroun est le seul pays au monde. Le Cameroun est le seul pays au monde où le taux d'abstention est l'un des rares pays. Le Cameroun est le seul pays au monde où le taux d'abstention est le plus élevé. Alors, s'il faut parler d'aller voter et changer le système électoral, comme a dit l'autre invité, ce serait très très difficile. Je pense qu'on devrait plutôt s'asseoir et discuter. Il n'y a pas que par les urnes qu'on pourra changer ce qui se passe au Cameroun. Okay. Puisque le système électoral déjà il est tronqué, on sait ce qui se passe. Les Camerounais ils ont faim, ils n'ont pas de travail. Il suffit qu'on leur donne 5 000, ils vont aller voter le RDPC et compagnie. Donc de quelle élection parle-t-on? Donc il faut chercher à trouver des solutions un peu plus, comment je vais dire, des solutions un peu plus constructives. Au lieu de tronquer les élections et penser qu'on pourrait aller changer ce qui va se passer après. C'est assez intéressant, Rodrigue. Nous parlons de la crise, la question anglophone, et nous voulons savoir, est-ce que c'est en prenant les armes, en levant un drapeau et en disant sécession, fédéralisme, que la question va être résolue, quand on sait qu'au départ, c'était juste une question de traduction de texte et même d'enseignement, et encore, hein, de primes à payer aux étudiants à Buea. Oui, tout d'abord, je suis un peu sorti du sujet, je l'avoue.
Mais comme j'ai dit dans mon précédent SMS que je vous ai envoyé, le problème à Bamenda, c'est là qui cache la forêt. Ce qui se passe à Bamenda, tous les Camerounais le pensent tout bas. Mais personne n'a assez, passez-moi l'expression, de couilles pour pouvoir aller faire ses revendications. Oui. Je ne dis pas cela pour verser dans la gamme, je l'ai dit dans mon SMS, je n'apprécie pas la procédure avec laquelle les anglophones ont fait leurs revendications. Je pense plutôt qu'ils devraient plutôt utiliser des voies légales pour pouvoir faire ces revendications. Mais disons la vérité, le pays va mal, ce n'est que normal de faire ces revendications. Maintenant, allez savoir, est-ce qu'ils ont raison de brûler le drapeau camerounais? Est-ce qu'ils ont besoin de s'attaquer au bien public comme un commissariat et compagnie? C'est là où était la question. Donc je pense qu'on devrait plutôt essayer de les écouter, de s'asseoir avec eux et chercher à comprendre pourquoi ils revendiquent, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils veulent, au lieu de faire des représailles, au lieu de bâtonner peut-être des innocents, de brûler le drapeau comme ils l'ont fait, ou bien, je ne sais pas, comme je les invités tout à l'heure, il y a des personnes qui vont devoir payer des pots cassés alors qu'ils ne sont pas vraiment concernés de chez concernés. Donc je pense qu'il faut traiter ce problème au fond avant qu'ils ne prennent une autre tournure. Sinon, ça sera peut-être la fameuse goutte d'eau qui va déborder au vase et après il sera très tard. Merci pour l'intervention, Rodrigue. Un point ensuite qui nous intéresse, nous avons peur qu'il y ait une manipulation étrangère dans cette histoire parce qu'on a vu des groupuscules, je ne sais pas si ce sont des Camerounais, mais c'est des Noirs, avec le drapeau de sécession aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, alors qu'au Cameroun même, on n'avait pas encore vent de cette prétention-là, avec cette dimension. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre, n'est-ce pas, l'immixtion de forces étrangères? Tout laisse à croire que vos informations sont vraies, puisque si vous le dites à l'antenne devant plusieurs téléspectateurs, ça veut dire que vous avez de bonnes sources. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas cette information, je la prends de vous, et si seulement c'est vrai, je pense que c'est pas une bonne chose parce que les problèmes camerounais doivent être résolus par les Camerounais. On n'a pas besoin d'intervention extérieure pour pouvoir résoudre nos problèmes. On est assez grand, on est assez intelligent pour pouvoir s'asseoir à la table des négociations et trouver des compromis. Donc sinon on va retomber dans ce problème gabonais où on a accusé M. Ping de faire venir des Ivoiriens pour pouvoir manipuler les élections et compagnie. On ne voudrait pas de ça chez nous. Nos problèmes nous concernent, on les règle ensemble puisque nous sommes assez intelligents, nous sommes un pays entre guillemets démocratique, excusez du peu. Donc du coup, je pense que s'il y a des forces étrangères ou alors des entités étrangères qui viennent se mêler à nos problèmes, il faudra déjà d'abord, comment je vais dire ça, éradiquer ce mal et chercher à savoir les raisons pour lesquelles ils sont entrés dans le pays pour pouvoir faire ces revendications, alors inciter les populations de Bamenda à pouvoir réagir ainsi. Merci beaucoup, Rodrigue. Nous rappelons que vous appelez depuis l'Allemagne. Et c'est un plaisir de vous avoir. Sentez-vous libre de revenir autant de fois que vous le souhaiterez. C'est tous les samedis à partir de midi. Nous faisons une lecture de l'actualité dans le monde et surtout dans le pays. Merci beaucoup. Si vous permettez, je voudrais rapidement corriger. Il ne s'agit pas des étrangers, il s'agit des Camerounais à l'étranger. Rien ne prouve que c'est des Camerounais. Oui, on n'a pas d'informations sur l'identité de ces personnes. Mais je vous dis que tout laisse à penser qu'il s'agit des Camerounais à l'étranger. Comme tout laisse à penser que c'est les Libyens qui étaient comme par coïncidence, sauf si on veut me faire croire que la race noire c'est la race de crétinisation, comme par coïncidence ce ne sont que des Noirs qui sont là-bas en train de présenter. Vous voyez, quand on est allé à l'étranger, on a trié les ressortissants noirs. Disons qu'on a vu des personnes, ok? Disons qu'on a vu des personnes. C'est pour ça que je dis que tout laisse à croire qu'il s'agit des Camerounais à l'étranger. Maintenant, sauf si vous voulez m'apporter la démonstration
du contraire, mais je dis que de par simplement la race, la couleur de la peau, j'ai bien l'impression que ce sont les Camerounais. Si vous me dites que c'est l'étranger, je serais surpris que de manière coïncidente, Allemagne, Belgique et Angleterre, on ait recruté que des Noirs parmi tous les Blancs qui soient... Mais qu'est-ce que vous croyez quand on parle de tentative de déstabilisation? Ça peut se faire de plusieurs manières. La déstabilisation d'un État, ça ne coûte rien quand il y a des intérêts en jeu. En tout cas, pour l'instant, pour moi, la chose la plus logique et la plus évidente, c'est qu'il s'agirait de Noirs, de Camerounais à l'étranger. J'attends que m'apportiez de... J'étais en train de revenir sur le problème d'élection avec Maître Théophile et le doctorant, chacun essaie peu. Je dis, si jusqu'aujourd'hui, les élections sont un moment important pour une sanction, jusqu'aujourd'hui, on peut revendiquer les choses, on ne peut pas se mettre ensemble. Au Gabon, on a quand même une petite leçon, même si c'était pas assez intéressant que l'opposition s'est regroupée autour de Jean-Pierre. Mais au Cameroun, on veut tous revendiquer une chose, on n'est pas prêt à se regrouper. Tout à l'heure, c'était toi qui disais que on donne 5 000 francs quand il pas voter. C'est l'appelant voilà, Rodrigue. il ne va pas revendiquer quelque chose avec 5 000 francs. Si je sais que je suis le bout, les 5 000 francs là, on peut les prendre, mais on fait ce qu'il faut faire. On sait tout ce qu'il faut faire, mais on ne fait pas ce qu'il faut faire. Maintenant, on prend des innocents qu'on balance devant et qui vont en prendre et qui prennent des balles et tout ça. Mais attends, tout le monde ne se regroupe pas pour pouvoir défendre la chose. Déjà que anglophones ne sont pas d'accord sur la même chose. Anglophones de Bamenda et ceux qui sont en dollars n'ont pas la même version. On n'est pas en train de défendre la même chose. C'est ça que l'État s'appuie. C'est sur ça. Oui, sur la responsabilité individuelle, c'est la responsabilité que nous tous on a. Je suis complètement d'accord avec toi et voilà, ça me permet de rebondir sur la responsabilité pénale. L'effet de masse, l'effet de groupe n'a aucune influence sur l'individualisation de l'acte qui conduit à une infraction pénale. D'où la sanction. Voilà. L'individualisation, non. Quand vous prenez un élément, si vous prenez un élément comme ce qui a été qualifié d'insurrection, quand vous regardez les éléments constitutifs de l'insurrection, prenez ces éléments et regardez comparé avec les autres infractions du code pénal qui se rapprochent de la chose commise par une seule personne. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'elle est commise, quand on a les mêmes éléments matériels commises par une personne, c'est puni et réprimé. J'ai fait un travail personnel dessus, un bon travail à l'époque que malheureusement j'ai gardé dans mes tiroirs. C'est puni et réprimé différemment des mêmes éléments matériels commis en groupe, même si individuellement l'infraction, c'est-à-dire on vous donne des peines pour vous tous et puis on viendrait différencier avec des excuses ou des circonstances atténuantes. Ça revient exactement. Mais quand même, je veux dire, l'élément groupe n'est pas ignoré dans la répression. Ça revient exactement à ce que je suis en train de dire. La qualification de l'acte n'influence pas sur la peine individuelle. C'est ce que je veux dire. Oui. Lorsque vous êtes, je prends un exemple, vous êtes à Bamenda, vous êtes 20. Vous allez, vous cassez une boutique. Et même brûler le drapeau, parce qu'il ne faut pas négliger ça. Le drapeau brûlé, c'est une infraction. Et c'est notre drapeau. Oui. Moi j'ai vu les images. L'action pénale est toujours individuelle, même si l'infraction a été commise en groupe. C'est ce que je veux dire. Non, écoutez ce que j'ai dit. Non, on est d'accord sur le vol. Si c'est le vol, c'est clair. Si on dit vol, vous tous vous encaissez de manière individuelle l'infraction attribuée au vol. Mais ce que je dis, c'est que les éléments qui constituent le vol, bon, peut-être pas cet élément, une autre infraction, ces mêmes éléments pour une autre, c'est-à-dire ces mêmes éléments, lorsque à cela s'ajoute l'effet de groupe, vont être qualifiés différemment et recevoir donc une autre répression. Donc une répression. Attendez, ce que je veux préciser, au-delà de ce débat juridique, je veux dire qu'il peut y avoir des faits aggravants. Parce qu'une fois que le drapeau est brûlé et qu'on hisse un autre drapeau, alors ce n'est plus une simple revendication. C'est déjà une chose, mais maintenant que ce même drapeau brûlé soit commis par une personne ou par plusieurs autres personnes, je vous dis, allez bien étudier votre Cela ne change pas. En fait, ce qu'on voulait faire, ce que Maître Théophile voulait faire, c'était de dire simplement, vous qui allez, ce n'est pas parce que vous êtes en groupe que vous allez échapper à la sanction. Je pense que c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce que je dis et je répète, c'est que si vous entrez ou alors si vous allez dans la rue, vous prenez le drapeau, vous le brûlez, vous partez, vous cassez une boutique, vous faites ce que vous voulez, vous incendiez le commissariat. Sachez que le fait que vous soyez en groupe ne change rien au fait que ce soit un drapeau de l'État.
ce soit un drapeau de l'État et que l'action pénale est toujours individuelle. Oui, mais précisez ceci. Non, c'est bon. Le groupe, je vais dire ceci. Nos auditeurs n'ont pas cette hauteur forcément parce que ça va rentrer dans les débats d'école. Par contre, ce que nous voulons savoir, et c'est là où je viens vers vous, j'allais rapidement je vous relance plutôt avec un autre gère le point. groupe d'une... C'est là que je vais arriver. Je veux plutôt que vous nous parliez de ce qu'on aurait attendu de la réponse de l'Église. De l'Église. Et là, Maître a dit tout à l'heure qu'il en veut, n'est-ce pas, à tout ce qui est en train d'être fait, n'est-ce pas, au sujet là, je crois que vous allez me foutre à la porte. Ah bon? Essayez de voir, parce qu'on a passé de temps. Quand vous regardez rapidement dans l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que Martin Luther, qui a été l'un des grands réformateurs de l'Église, en fait, a perdu du point de vue spirituel. Et vraiment, c'est pas les débats, les ouvrages dessus, du point de vue spirituel, a perdu pour avoir commencé à s'immiscer dans des affaires de gestion et d'administration. Parce que justement, il a commencé à prendre position sur des affaires sans forcément avoir le point de vue divin. Et c'est là le problème. Vous savez, l'Église est conduite par l'Esprit, la vraie Église de Dieu. Vous avez des situations où des fois c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. La vraie Église de Dieu que nous connaissons. Non, je ne parle pas de la dénomination, de l'organisation. Okay. Je dis la véritable, l'Église, le corps de Christ. Le corps de Christ est conduit par Christ. Vous avez dans la Bible, prenez votre Bible, vous allez voir dans Actes des Apôtres, ils vous disent, nous avons voulu aller ici. Le Saint-Esprit a dit non. Nous avons voulu aller ici, non. Et puis en Macédoine, nous avons reçu un appel, nous y sommes allés. L'Église est conduite d'une certaine manière. Maintenant, si vous voulez les effets de masse, moi je vous dirais que s'il s'agit de la prière, la Bible a dit prier pour vos dirigeants, prier votre gouvernement, ça c'est en ordre. Mais quand il faut commencer à mener d'autres actions, je vous dirais, moi précisément, ma culture chrétienne spirituelle me dit, regardez d'abord ce que Dieu veut de la chose. Martin Luther, par exemple, sur les Juifs, va se prononcer en disant, ce sont des gens qu'il faut foutre en l'air. Il ne se rend pas compte que, en fait, ce peuple est appelé à être béni. Et même rien ne montre que c'est un peuple béni. Mais quand la persécution va se mettre sur le plan international, le même peuple retourne. Ce peuple retourne dans son pays, la terre d'Israël. Le désert qui était un désert devient la terre la même ordre redevient. Attendez, maître. Il faut être connecté au programme de Dieu. Allons-y. Non, je ne peux pas laisser dire après, ça. Naoum va dire un mot parce qu'on est en train de clôturer déjà. Je ne peux pas laisser dire ça. Je parlais du point de vue parce que nous sommes tous chrétiens et spirituels sur ce plateau. Tout au moins, je le pense. Oui. Il n'y a rien à regarder lorsque des gens se font tuer dans la rue. Comprenez-le une fois pour toutes. Dieu ne peut pas vouloir qu'un être humain en tue un autre. Allez lire la Bible. Non, attendez. Laissez qu'ils s'expriment. Allons-y rapidement. Sur ce point, pour moi, ce n'est même pas un débat. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a même pas conscience de ce qu'il veut ou alors de ce qu'il est en train de faire, ne peut pas être dans la rue pour se faire tuer. L'Église ne peut pas laisser faire ça. Je n'ai pas besoin d'aller jeûner 8 jours, 15 jours pour savoir que je dois dire à un enfant, ne va pas dans la rue, va préparer. Engager l'Église dedans en est une autre. Nous sommes... Quand Dieu veut sanctionner son peuple d'Israël, il déclare dans la Bible, je ferai mourir un tiers par l'épée, un tiers par la peste, un tiers par la famine. Il l'a fait. Si vous voulez bloquer ce mouvement, vous combattez Dieu. Non, à ce moment-là, pour interpréter ce que je suis en train de dire, cela signifie que Dieu peut être en train de vouloir... Bien évidemment. Je dis non. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre cet appel. S'il vous plaît, prenons cet appel. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je prends l'émission en cours et puis je suis la discussion par rapport à l'enfant qui peut se faire tuer. C'est vraiment très enrichissant. Mais ce que je voulais juste préciser également, c'est que quand vous regardez vraiment ce problème, ce n'est pas très loin de celui de février. Vous revendiquez quelque chose, on est en train de trouver une solution, ça tourne à quelque chose d'assez... C'est-à-dire une émeute qui est totalement incompréhensible. Vraiment, il faut que les gens comprennent et que ce soit clair. La Bible dit, le voleur ne vient que pour tuer et pour piller. Et c'est ce qui est en train de se passer à Bamenda. On se restera à la loi pour que l'ordre soit rétabli. Si quelqu'un trouve qu'il est plus fort que la loi, et toute chose qui va contre la loi est satanique. Vraiment. Il faut que les gens arrêtent. Regardez une période comment est-ce que je vais dire, de chiffre d'affaires pour les commerçants. Tous ceux qui ont rempli les boutiques pour faire leur chiffre d'affaires pendant ce mois de décembre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tout perdu. Ils vont payer les pensions des enfants à l'université comment? Ils vont fonctionner jusqu'en mars ou bien je ne sais pas jusqu'à comment.
Et ils seront après les premiers pour dire que government is not doing nothing, government is not doing anything. Mais vraiment, comment est-ce qu'on peut être, je ne sais pas, rabaissé jusqu'à ce niveau, même pas voir ses propres intérêts. Hein? C'est pour ça que vraiment, chez les latino-américains, si vous le permettez, quand vous voulez traiter, faire un marché avec eux, la première question qu'il vous demande, c'est qu'est-ce que je gagne? Et en lui-même, il se pose la question, qu'est-ce que je perds? Bon, vraiment, essayons d'être un peu réfléchis dans nos actes. Merci. Merci beaucoup. Naoum, nous prenons votre point de vue. Justement, c'est pour dire que on ne va pas entrer sur Dieu, Dieu n'a pas dit, mais nous tous, en tant que chrétiens, nous savons que la situation se passe, c'est le dévoreur qui en marche. Moi, j'ai dit ça tout à l'heure, que l'ennemi cherche depuis à s'introduire, mais par diverses manières, tant que ça échoue. Ça, c'est pas intéressant, pas important. Donc, nous avons le droit de préserver notre pays à chaque niveau. C'est pour ça qu'à Douala, nous, on n'a pas chassé. Oui, nous prenons, bonjour. Bonjour, je voudrais passer à l'émission, s'il vous plaît. Vous êtes à l'émission. Je suis Rodrigue. D'accord. Allô? Oui, allô. Oui, Rodrigue. Victor, je voulais dire aux invités que la question de l'Église au Cameroun par rapport à ce problème n'a pas lieu d'être. Parce que l'Église, à la limite, a fui ses responsabilités. Excusez du peu. Je pense que s'il y a une action à faire de la part de l'Église, c'est pas d'aller sensibiliser les populations qui manifestent leur ras-le-bol. S'ils manifestent ce ras-le-bol, ça veut dire qu'il y a un malaise. C'est plutôt d'aller sensibiliser les gouvernants, parce que je crois que c'est d'eux que la population se plaint. Donc, du coup, si l'Église veut et doit faire quelque chose, c'est de rassembler ce gouvernement dans la chapelle, je ne sais pas où, et de leur dire le peuple revendique, si le peuple revendique ça, essayez d'écouter si vous êtes des enfants de Dieu, pouvoir amener la paix. Je crois que quand il y a un problème dans une famille, celui qui est à l'origine du problème a besoin d'être conseillé que celui qui revendique un problème. Donc je pense que s'il faut aller sensibiliser plutôt les populations en leur disant non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est pas bon, ce serait un peu comme si c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il faudrait plutôt rassembler ces dirigeants, essayer de les sensibiliser. Je crois que c'est le rôle de l'Église dans ce problème. Parce que si à Bamenda, les gens manifestent leur ras-le-bol, et que l'Église descend dans la rue pour essayer de les rassembler dans les chapelles ou dans les paroisses et leur dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ils auront comme l'impression que ce sont aussi des corrompus et que l'Église même en elle-même est corrompue. Donc, par contre, si elle va, par exemple, vers ces dirigeants et leur dit voici ce que le peuple revendique, je crois qu'on échappe à un homme de Dieu quand il vient chez soi. Donc, même si ces dirigeants vont parler de l'unité et demandent une audience avec le gouvernement, je crois qu'ils seront reçus, à moins que ce ne soit pas des êtres humains, alors que ce ne soit pas les dirigeants qui ont la crainte de Dieu. Je crois que c'est ce que l'Église peut faire à son niveau. Maintenant, après, c'est aux gens d'utiliser leur action, parce qu'il ne suffit pas de faire des prières pour que la main tombe du ciel. Il faut agir. Nous ne tombons pas dans la facilité et ne faisons pas comme ces gens qui courent sans raisonner. Il y a une croyance rationnelle. Je crois en Dieu, mais je raisonne dans ma croyance. Donc ne faites pas comme on a l'habitude de dire dans les quartiers, une maman qui a sa fille malade, refuse de l'amener à l'hôpital, il décide de faire des prières en se disant que Dieu va forcément la guérir. Aide-toi. Et le ciel t'aidera. Bon, merci beaucoup, Donc, Rodrigue. Moi, merci encore. Que le pays est attaqué et nous avons besoin de tous se lever et l'Église est comprise. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu, nous avons lecture spirituelle. C'est un peu ce que disait Rodrigue tout à l'heure. Nous avons lecture spirituelle de ce qui se passe depuis. L'ennemi cherche depuis à infiltrer le pays. Il faut qu'on se mette ensemble, on voit comment on va résoudre le problème. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas une voix. L'Église n'a pas une voix dans ce pays, parce que l'Église avait une voix, c'est facile qu'on pouvait interpeller l'État, dire que voilà la solution de Dieu. Si vous faites précisons que le cardinal Christian Toumi demande le dialogue. Voilà. Il pense que le Premier ministre a fait déjà 2 tentatives sur Bamenda et qu'il serait bien que, n'est-ce pas, que ce soit de manière à écouter, à recevoir et à gérer, plutôt qu'à donner des instructions. Oui, donc voilà ce que pense le cardinal Christian Toumi. Allô, bonjour. Oui, je reviens juste pour dire quelque chose. Si vous pouvez me donner juste 2 minutes, pardon. C'est la technique, hein, parce que nous avons déjà dépassé le délai. Allons-y quand même. Okay.
On qualifie souvent l'armée la grande muette. Parce qu'elle ne prend pas de parti pris pour quoi que ce soit, être seulement et tout. Mais vraiment, il faut que l'Église fasse très attention. Dans cette histoire, nous risquons de la qualifier de grande muette. Parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui doit faire. Les revendications, entre guillemets, ont été plus ou moins satisfaites. Et les gens utilisent ça comme un tremplin pour faire autre chose. Quand on s'attaque déjà à des institutions de sécurité comme un commissariat et de police, je vous assure que ce n'est plus des revendications, c'est des actes terroristes. Et on sait ce que l'on réserve aux terroristes. Il ne faut plus que les gens continuent à faire ce genre de désordre. Vraiment. La population en a suffisamment souffert comme ça. Que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, les enseignants, même les avocats qui revendiquaient. Tout le monde en a souffert. Merci. D'accord, merci Yahvé, merci. Dernier tour et on va boucler, oui. Je conclue sur la question. Oui. Je veux dire, un drapeau hissé sur un territoire souverain, c'est une déclaration de guerre. Ceux qui ont étudié l'histoire, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres qui ont été déclenchées pour moins que ça. Voilà, l'application de la loi martiale. Voilà. Je veux aussi dire, tous ceux qui encouragent les enfants à aller mourir pendant qu'ils sont dans le confort de chez eux, derrière Facebook, derrière leur clavier, ou en Europe, ou je ne sais pas où, et envoient les enfants se faire tuer, vous aussi vous allez payer. Vous allez payer parce que d'une façon ou d'une autre, vous serez identifié. Et tous ceux qui descendent avec des armes pour tuer des enfants qui n'ont même pas un caillou à main, vous aussi vous allez payer parce que vous serez identifié. Nous sommes de ceux qui allons vous identifier. Et vous allez payer parce que dans un pays normal, on ne tue pas des enfants simplement parce qu'ils sont dans la rue. Il y en a justement dans ces masses-là qui sont infiltrés et qui ont des projets cachés, qui brûlent des commissariats. D'où la nécessité du renseignement. D'où la nécessité du renseignement et d'où la nécessité pour ceux qui ont une voix qu'on écoute. Et c'est pour, je vais revenir sur ce que je disais au doctorant. Pour ceux qui ont une voix qu'on écoute, surtout dans les églises 4 murs, dites aux enfants de ne pas aller dans la rue. Prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas besoin d'attendre Dieu pour savoir que vos enfants ne doivent pas mourir pour une cause qu'ils ne connaissent même pas. Voilà. Merci, je pense qu'on a dévoilé. D'accord, merci, doctorant. J'allais simplement... Peut-être écouter, allô? Allô? Oui, j'allais simplement dire que je reste sur ma posture. Et puis les mots aussi ont leur sens. Oui. Quand vous dites qu'il s'agit d'actes terroristes et consorts, nous avons fait une science que l'on appelait la méthode des sciences sociales qui disait justement que dans un plateau, il y a déjà des esprits échauffés pour une situation d'échauffement. Non, clôturer Maintenant, rapidement. sur la question, je vais vraiment revenir sur ce problème et dire que réellement le Cameroun va comme il est. Le Cameroun va comme il est. Ce que vous avez en réalité est une manifestation du mal-être qui est déjà là. Et bien évidemment, il ne dépend que de la volonté des dirigeants pour donner une certaine coloration à la chose. C'est-à-dire pour résorber le problème. Pour moi, personnellement, il serait tenu responsable de tout ce qui arriverait en bien ou en mal. D'accord. Merci, docteur Aïnaou, pour clôturer. Non, moi j'ai tout dit, que nous devons rester. Je garde la position d'un enfant de normal, c'est-à-dire que nous sommes en prière par rapport à notre pays, parce que le manipulateur, parfois, il est au-delà de la compréhension de nos dirigeants. Parce qu'il n'y a personne pour leur dire une véritable vérité. Il y a ceux qui leur confortent dans leur position en disant que c'est l'autre qui a tort, nous agissons comme ça. Donc nous devons rester en prière que le Seigneur, d'une manière comme nôtre, c'est pas qu'il donne de la sagesse à nos dirigeants, qu'il se révèle à eux d'une manière comme nous, parce que le pays a besoin de tous ses enfants pour pouvoir se construire. D'accord, merci. On ne pourra jamais réussir quant à bâtir une nation quand il n'y a plus de fils avec qui cette nation va évoluer et faire chemin. Merci pour votre disponibilité. Merci pour nos panélistes qui ont honoré à ce rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur l'actualité et d'apporter notre éclairage. Merci pour votre attention. Passez un très bon dimanche. Soyez bénis. Au revoir. C'était Agora avec Saint-Victor. Rapidement, je pars.